Le gouvernement britannique reconnaissait l'importance de la propagande, mais ne voyait pas quel parti pouvait y prendre le cinéma. On n'allait pas au-delà des dessins animés et des cartes illustrées. Il fallut une année entière pour convaincre ses services de l'utilité du film. Et l'on obtint un film sur la préparation de la guerre. L'absence de véritable prise de vue poussa les cinéastes à en créer eux-mêmes. La menace du dirigeable était devenue réalité. Mais ces fausses actualités montrant un raid en Zeppelin sur l'Angleterre n'avaient guère progressé par rapport au dessin animé de 1909. Cette bataille, issue d'un film de propagande allemand, bénéficia probablement d'une assistance militaire. Les Allemands furent les premiers à saisir l'utilité du cinéma. La propagande allemande n'était pas agressive, car l'occupant cherchait à se faire bien voir des occupés. Les Allemands parvenaient à trouver comique le rationnement alimentaire. Un homme cherche désespérément du beurre. Sa fiancée ne l'épousera que s'il en trouve. Afin de résoudre le problème, il lui offre une vache pour son anniversaire. C'est pendant la guerre que les Allemands ont découvert le cinéma. Et ils découvrirent Lubitsch. Ernst Lubitsch était un comique juif qui devint réalisateur. Il débordait de talent et ce qui allait devenir le Lubitsch-Tausch était déjà présent dans ses premières comédies. La guerre allait priver la France de son acteur fétiche, Max Linder. Devenu chauffeur militaire, il fut blessé et devait bientôt partir pour l'Amérique. Un petit garçon appelé Boudezan était l'un des comiques les plus populaires en ces temps de guerre. Le voici dans une scène d'une des grandes séries de Louis Feuillade. Il fit aussi de nombreux courts-métrages. L'Italie entre en guerre en mai 1915 aux côtés des Alliés. Et ce film de propagande montre comment Massiste, leur homme fort de renommée mondiale, affronte l'ennemi autrichien. L'Italie, qui avait été tant admirée, fut obligée de réduire sa production. La César Film produisit un film annonçant le nouveau réalisme. Filmé dans les rues de Naples, il était interprété et co-réalisé par Francesca Bertini, la première diva italienne, célèbre pour ses rôles chargés d'émotion et qui impressionna ses successeurs par le surprenant naturel de sa prestation. Sa rivale, Lydia Borelli, avait un jeu d'un lyrisme passionné, plus en accord avec l'image de la diva. Elle enrichit la langue italienne d'un nouveau mot, le borellisme. Matinée pour enfants en Angleterre. Mais enfants ou adultes, les cinémas faisaient ça le comble pour la première fois.
Il paraissait primordial de montrer l'Angleterre, l'Angleterre des traditions, l'Angleterre pour qui les troupes se battaient. Ce film fut réalisé par Rex Wilson et la photographie en fut assurée par l'Italien Silvano Balboni. La beauté rurale de la France fut immortalisée à l'écran avec un plus grand sentiment d'urgence, car trop de choses avaient été détruites depuis le début de la guerre. Comment savoir jusqu'où le front allait s'étendre? Le midi de la France, la Camargue et bien d'autres décors naturels avaient été utilisés dans Zygomar, le précurseur de la série. Débordant d'action, ce film à épisodes devint la coqueluche du public dans le monde entier. Paris en guerre se laissa fasciner par les séries. Dans Les Vampires, réalisé par Louis Feuillade, des cambrioleurs utilisent un gaz soporifique pour neutraliser les invités lors d'une réception. Les Allemands venaient d'utiliser, quelques mois plus tôt, des gaz toxiques sur le front occidental. Homunculus était l'équivalent allemand. Un homme crée un laboratoire qui tente de prendre le pouvoir sur le monde. Les Allemands luttaient sur plusieurs fronts. Ils combattaient les Russes à l'Est et les autorités voulaient recruter autant de Polonais que possible. Paul Leni, qui allait devenir un directeur artistique et un réalisateur de renom, réalisa son premier film en Pologne. C'est l'histoire d'un médecin militaire qui gagne un aristocrate polonais à la cause impériale. Les Français s'étaient mis à montrer régulièrement des scènes de front au public avec une série d'actualités appelée les Annales de la guerre. En 1916, le gouvernement britannique reconnut enfin la valeur de l'image animée. Le premier des films de guerre officiels fut tourné essentiellement par Geoffroy Malins de la Gaumont. Le film regorgeait des habituelles scènes de troupes en marche, mais d'autres aussi, comme cette mine terrestre explosant sur les lignes allemandes. Les batailles étaient certes vues de loin, mais pour le public britannique, tout cela était d'une stupéfiante nouveauté. Il ne pouvait pas savoir que cette scène d'assaut avait été reproduite à l'arrière et que ces mourants qui l'avaient tellement impressionné étaient des comédiens. Ce film attira des centaines de milliers de personnes qui n'étaient jamais allées au cinéma auparavant et il modifia la perception britannique de cet art. Le ministre de la guerre devint féru de cinéma et des employés de la société Epworth apprirent aux officiers le maniement du matériel cinématographique. Le Canadien Lord Beaverbrook, qui allait devenir ministre de l'Information, était un fervent admirateur du cinéma. Il chargea toute une flotte de camions de l'armée, équipés de projecteurs, de porter la propagande jusque dans les villages et les camps militaires les plus éloignés. En France, on projetait des films jusque dans les cinémas du front, dont certains continuaient, même si, pilonnés par l'artillerie, ils tenaient à peine debout. Les plus populaires étaient les films de Chaplin et les westerns. Mais les soldats aimaient surtout les films de guerre. Ils hurlaient de rire devant des films comme cette production danoise, plus proche de la naissance d'une nation, la récente épopée de Griffith,
que de la véritable guerre. La véritable guerre ne ressemblait pas à tout cela, mais elle avait été bien saisie sur pellicule. La couverture allemande de la guerre était particulièrement saisissante car des unités de combat armées de caméras avaient été envoyées à l'action par un nouveau bureau de la photographie des forces armées, le BUFA, Bild und Filmamt. Ces unités firent un film sur Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, et les as de l'aviation sur le front occidental. Pour tourner cette scène époustouflante, on installa une caméra automatique sur une aile afin d'immortaliser cette bataille aérienne avec un avion britannique. Lorsque les Américains entrèrent en guerre en 1917, ils montrèrent au monde ceux dont la propagande cinématographique était capable. Ils nettoyèrent les pays neutres des films ennemis en les prévenant que s'ils projetaient le moindre film allemand, ils seraient privés des films de Charlie Chaplin. Le Kaiser et son haut commandement s'inquiétaient des dommages causés par cette propagande. Le général Ludendorff rédigea un document qui consacrait la fondation d'une nouvelle société, l'UFA. Il est d'une extrême importance que soient tournés des films ayant le plus grand impact possible. Ludendorff voulait une machine nationale de propagande. Les banquiers y virent une occasion de mettre la main sur l'argent de l'État. Les cinéastes s'en servirent pour tourner des films qu'ils voulaient faire. Des années durant, le cinéma allemand avait été dominé par la Nordisch danoise. L'UFA mit fin à cet état de choses en reprenant son réseau de distribution. Curieusement, l'UFA distribua ce film pacifiste de la Nordisk, jadis banni, où une courageuse infirmière s'élevait contre la guerre. Le cinéma danois avait atteint son zénith avec ce film de Benjamin Christiansen. Sa réalisation faisait preuve de plus d'imagination que tout ce qui avait été fait jusqu'alors. La perte du marché d'Europe centrale sonna le glas du Danemark en tant que pays producteur de films. En ces lieux et places s'élevait une nouvelle industrie allemande, fondée sur l'UFA, elle-même formée d'une kyrielle de sociétés comme celle-ci, qui réalisa ce film de Paul Wegener. En tant que machine de propagande, l'échec de l'UFA fut total. Même les appels pour les emprunts de guerre comme ce jeune Siegfried furent réalisés ailleurs. Mais elle fit l'acquisition de nombreux talents, notamment du réalisateur Ernst Lubitsch, l'ancien comique juif dont les comédies débordantes de vie comptaient parmi les rares plaisirs de ceux qui, à l'intérieur du pays, souffraient de la faim et de la misère. Paula Negri fut l'une des premières grandes stars de l'UFA. La première de Carmen eut lieu dans la nuit du 8 novembre 1918, au son des tirs d'artillerie. Guillaume II abdiqua le lendemain, tandis que les révolutionnaires socialistes envahissaient la rue. Le type de propagande qu'avait espéré Ludendorff fut réalisé par les Britanniques. Ce court-métrage du ministère de l'Information est signé Epworth. Le message aux spectateurs était qu'une fois la guerre finie, il leur faudrait affronter les Allemands en tant que civils, en tant que voyageurs de commerce.
D'après Herbert Brennan, l'armée allemande avait déjà envahi la Grande-Bretagne avec des convois motorisés. Ce réalisateur américano-irlandais s'était vu commander par le gouvernement britannique la production d'un grand film de propagande sur l'invasion allemande, impliquant des centaines de soldats, ce qui leur sauva probablement la vie, et mettant en scène Ellen Terry, la plus grande comédienne du théâtre britannique. Ellen Terry joue une mère dont le fils a obtenu la Croix de guerre anglaise, mais dont on doit lui annoncer la mort. Ce film fut rattrapé par l'armistice et mis au rebut. 4 ans de guerre avaient anéanti l'Europe, et son industrie cinématographique en fut l'une des victimes. Ses marchés mondiaux perdus, elle rendit les armes à Hollywood. Avec tant de millions de morts, l'Europe avait atteint son point le plus bas. Si le cinéma avait perdu son pouvoir commercial, la guerre lui avait donné un nouveau regard. Au dernier jour de la guerre, Abel Gance s'était lancé dans un film pacifiste à grand spectacle. Sous les yeux du poète-soldat Jean Diaz, les morts se lèvent pour demander des comptes aux vivants. Diaz rassure la population terrifiée, mais demande alors si ce grand sacrifice a servi à quelque chose. Que vous a donc apporté la guerre? Qu'avez-vous fait depuis que votre mari a été tué? J'accuse. Quand Abel Gance a tourné cette scène, un général lui a demandé « Qui accusez-vous » Il répliqua « J'accuse la guerre, j'accuse l'homme, j'accuse la stupidité universelle. »